Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Ça va, c'est pas trop fort? Ça fait très très plaisir de voir une salle aussi pleine en ce beau soir de juillet, euh, vu les températures extérieures. Donc merci à toutes et à tous d'être là. On a l'immense plaisir ce soir d'accueillir mon collègue député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, et il faut le rappeler quand même, ancien député européen. Donc qui sera tout à fait apte à nous parler des institutions européennes et du programme que nous portons dans ces élections européennes. Avant de commencer, je voudrais avoir un petit mot quand même, comme toujours, pour les copains et les copines qui ont passé les dernières semaines à organiser cette soirée. Réserver la salle, contacter la presse, installer la salle, etc., etc. Je pense en particulier, je vais en oublier, mais tant pis, je tente le coup, Alain, Jeanne, Romain, Alice, Charlie, Alain, Dany, Esaïe, William, qui étaient là toute la journée et les semaines précédentes. Et puis, il y en a qui sont partis coller un peu partout dans le département. Les copains et les copines de la GLU 04, retenez ce nom. Agnès, Christine, Eric, JB, Léa et tant d'autres. Donc merci à tous, merci à toutes pour nous avoir préparé cette super soirée. On a indiqué sur l'invitation que c'était le lancement officiel de la campagne des européennes dans le 04. Mais en fait, il faut quand même souligner que ça fait un moment qu'elle est lancée, la campagne dans le 04, puisqu'il y a déjà plein de camarades qui sont partis depuis plus d'un mois faire du porte-à-porte dans les quartiers, à Manosque, à Sisteron, à Digne et ailleurs. Pas seulement dans les quartiers, dans les villages, dans les lotissements. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question du porte-à-porte parce qu'elle est absolument essentielle et que nous avons fait un énorme travail d'inscription sur les listes électorales. On a tapé, on a toqué à de très nombreuses portes et puis on a inscrit un certain nombre de gens ou incité un certain nombre de gens à aller s'inscrire sur les listes électorales et que ce soit la campagne nationale que nous avons lancée là-dessus ou ces porte-à-porte, il faut dire que nous faisons là œuvre de service public, puisque normalement c'est l'État qui, à chaque approche d'élection, devrait s'interroger et se questionner sur comment on fait pour que les gens aillent voter. Peut-être qu'en fait ils n'ont pas très envie qu'ils aillent voter. Ben, nous, c'est le contraire. On a très envie que les gens aillent voter le 9 juin. Et donc, on rappelle à tout le monde qu'il faut absolument vérifier son inscription sur les listes électorales, parce qu'il y a en France 10 à 12 millions de personnes non inscrites ou mal inscrites sur les listes électorales, dont un grand nombre ne le savent pas. Donc, il faut vérifier. Et on a jusqu'au 3 mai, dernier délai, pour aller s'inscrire en mairie. Donc, il nous reste à peu près 3 semaines. Et on va continuer cette campagne-là. Il y a eu d'autres choses, il y a eu des tractages, des boîtages, de l'affichage, je l'ai dit. Donc, ce soir, j'ai le grand honneur de lancer officiellement la campagne des européennes de la liste de l'Union populaire menée par Manon Aubry dans les Alpes de Haute-Provence. Mais en fait, elle est déjà partie depuis un bon moment. Alors moi, je voudrais vous parler de quelques petites choses. Et puis après, bien entendu, Manu, lui, nous parlera plus précisément du programme que nous portons dans ces élections et puis de plein d'autres choses. Et puis on aura bien entendu le temps de discuter avec vous et d'échanger avec la salle. Moi, je voudrais d'abord se dire que ce soir, et c'est un des slogans de la campagne, si on est là, c'est pour se donner la force de tout changer. Et il faut qu'on reparte tous d'ici avec l'envie d'aller convaincre autour de nous de se déplacer le 9 juin pour aller voter. Emmanuel disait tout à l'heure, quand on discutait avec la presse, que si la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle 2022, la moitié se déplace pour aller voter, ben on fait 20%. Si on fait 20%, c'est 15 à 20 députés européens contre 6 la fois dernière. Donc c'est pas rien. Et donc il faut absolument que nous allions convaincre partout. Et on a encore une fois quelques temps pour le faire. 3 semaines pour faire inscrire les gens sur les listes électorales. Et puis un peu moins de 2 mois pour convaincre tout le monde d'aller voter le dimanche 9 juin. Pourquoi, moi je tenais à vous dire, pourquoi faut-il qu'on gagne? J'y vois essentiellement deux raisons. La première, c'est qu'il faut qu'on envoie un maximum d'eurodéputés de combat au Parlement européen. Alors souvent, les gens disent oui, mais l'Europe, on ne peut pas la changer, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, etc. Je voudrais quand même dire qu'on a 4 sortants, 5 en fait, puisque Damien Carême a rejoint la liste et qu'il est également eurodéputé sortant, et que ce sont des gens qui ont porté des combats et des combats qui ont fonctionné. Je pense à la reconnaissance de la présomption de salariat pour les salariés des plateformes, Uber, etc., qui a été portée par Leïla Chaibi. C'est une immense victoire au Parlement européen.
Je pense à l'obligation de vigilance pour les multinationales sur leur chaîne de sous-traitants par rapport aux conditions sociales, aux conditions de sécurité, etc. Ça, c'est une victoire qui a été remportée par Manon Aubry et c'est tout récent également. Donc on peut remporter des victoires au Parlement européen. Et puis pour ne pas oublier les deux autres, Younous Omarjee a porté énormément de choses sur la question du changement climatique, sur la question de la prise en compte des Outre-mer, etc., etc. Et puis Marina Mesure, avec qui j'aurai le plaisir d'animer un meeting vendredi prochain à Gap, et vous êtes tous les bienvenus, vendredi 19 avril à Gap. Marina Mesure qui est, comme elle l'avait été en 2019, soutenue par des syndicalistes de 38 pays pour tout le travail qu'elle mène sur la question des travailleurs détachés. Et là aussi, on peut remporter des victoires. Donc ça, c'est la première des raisons d'aller voter le 9 juin, c'est qu'il faut qu'on ait des députés européens insoumis, il faut qu'on ait des députés européens qui portent en Europe le programme que nous portons au niveau national. Et puis il y a une deuxième raison d'aller voter le 9 juin. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit l'autre jour et ça a déclenché un scandale, c'est que c'est le premier tour de l'élection présidentielle 2027. Alors tout le monde a dit « Oh, comment il peut dire ça, c'est horrible, etc. etc. » Quelle hypocrisie! Est-ce que vous pensez que Raphaël Glucksmann, quand il se présente là, ne pense pas au premier tour de l'élection présidentielle 2027? Est-ce que vous croyez que les macronistes ne sont pas en train de préparer la suite pour 2027? Est-ce que vous croyez, je suis désolé de devoir le dire, que nos camarades de la NUPES, en se présentant de manière séparée, et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, ne sont pas en train de préparer 2027? Bien entendu, donc il faut qu'on soit honnête là-dessus. Et le score que nous allons faire le soir du 9 juin va être absolument essentiel pour la suite des événements, bien entendu en Europe, et puis aussi au niveau national. Donc il faut absolument, tout simplement, qu'on soit en tête, et moi je suis absolument persuadé qu'on peut le faire. Parce que pourquoi veulent-ils rebattre les cartes? Tout simplement parce que le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022 a permis d'imposer à l'ensemble de la gauche un programme de rupture. Un programme de rupture avec le capitalisme, un programme de rupture avec le macronisme, un programme de combat contre l'extrême droite. Et qu'en fait, s'ils veulent rebattre les cartes, c'est pour dire bah, on s'était plié parce que vous étiez devant, parce que vous étiez les plus forts, mais si vous n'êtes plus les plus forts, alors il faut réorienter la gauche. Et réorienter la gauche, malheureusement, on sait, on est nombreux ici à savoir ce que ça signifie. Je suis désolé, je prends mes notes parce que j'ai peur d'oublier des choses et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, comme il faut qu'on gagne le 9 juin, la question suivante, c'est comment on fait? Alors, on fait ce qu'on fait ce soir déjà, c'est-à-dire qu'on vous réunit. On sait bien qu'ici, je ne pense pas qu'il y ait grand monde ici qui soit venu parce qu'il allait voter Rassemblement National et qui vient voir ce que nous avons à dire pour éventuellement changer d'avis. Qu'il y ait des soutiens d'Emmanuel Macron dans la salle qui soient venus dire « Ah, peut-être je me trompe, etc. » On sait bien que ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'idée. Mais une réunion publique, d'abord, ça donne de la visibilité, et ensuite, ça permet à tout le monde de recharger les batteries, et puis de retourner sur le terrain pour faire ce que nous savons faire le mieux, à savoir des campagnes de terrain, du tractage, du boitage, mais surtout, surtout, du porte-à-porte pour convaincre. Alors moi, je voudrais vous parler du porte-à-porte. Parce que souvent, les gens ont du mal à sauter le pas. Ils disent « Ah, mais moi, je ne saurais pas quoi dire. » Et puis, c'est un peu bizarre quand même d'aller rencontrer les gens chez eux. Alors, je parle sous le contrôle de ceux ici, ils sont nombreux, qui ont déjà fait des porte-à-porte. Je veux que vous sachiez à quel point on est bien reçu. Et on est bien reçu partout. Dans les quartiers populaires, c'est vrai, mais dans les villages, quand on va tracter, quand on va taper aux portes, quand on discute, dans les lotissements, partout, on est bien reçu. Et pas forcément par des gens qui sont déjà convaincus. Mais en tout cas, ils sont super heureux de nous voir, super heureux qu'on vienne leur parler, qu'on vienne parler à leur intelligence et qu'on ait des choses à leur dire. Donc ça va être vraiment ce que nous devons absolument faire pour la suite des événements. Donc il ne faut pas hésiter à sauter le pas. Là-bas, sur la table là-bas, si les copains se relèvent avant la fin de la réunion, vous avez des petites affiches et puis en dessous des affiches, il y a des tableaux où vous pouvez vous inscrire, soit pour justement vous proposer pour faire du porte-à-porte, mais il y en a pour tous les goûts, pour boiter, afficher, tenir son village jusqu'au 9 juin, les panneaux électoraux, etc., etc. Il y a aussi, on est à la recherche, comme à chaque fois, d'assesseurs et de délégués pour le jour du vote dans les différents bureaux de vote. Ça aussi, c'est une manière
de nous aider à contrôler, à vérifier que tout se passe bien pendant l'élection. Bref, là-bas, vous avez des affiches. Je vous invite vraiment, avant la fin de la réunion ou à la fin de la réunion, avant qu'on aille boire un coup, à vous inscrire sur les petits tableaux qui sont en dessous. En porte-à-porte, très souvent, on rencontre des gens qui nous disent qu'ils vont voter Reconquête. Non, on n'en a pas rencontré un seul. Les Républicains non plus. Et très sincèrement, enfin encore une fois, je parle sous le contrôle des camarades là, mais moi, j'ai pas rencontré une seule personne qui m'a dit je vais aller voter Valérie Hayé parce que vraiment, je trouve super la politique de notre président et je voudrais la porter au niveau européen. Ça, c'est des gens qu'on rencontre pas. Étrangement, je sais pas, peut-être ils n'existent pas, ou alors en tout cas, ils n'existent pas là où on va. Mais toujours est-il qu'on n'en rencontre pas. Par contre, c'est vrai qu'on rencontre des gens qui nous disent qu'ils veulent voter Rassemblement national. Alors, quand on rencontre des gens qui nous disent qu'ils veulent voter Rassemblement national, il faut essayer de rentrer dans la discussion, échanger avec eux, essayer de comprendre pourquoi. Alors, s'ils vous disent que vraiment c'est insupportable, il y a trop d'Arabes en France, et puis qu'ils sont racistes, et que de toute façon c'est plus possible, moi dans ces cas-là, je vous conseille quelque chose, c'est de leur dire d'aller voter Reconquête. Parce qu'en fait, Reconquête, ils sont encore plus racistes que le Rassemblement national. Et plus ils voteront Reconquête, et moins Jordan Bardella aura de voix. Donc voilà, c'est vraiment la réponse à apporter. Allez voter Reconquête. Par contre, s'ils vous disent, bah moi je veux voter le RN parce qu'on n'a pas encore essayé, et puis de toute façon on en a marre des politiques qu'on mène. Je pense en particulier, on en parlait avec la presse tout à l'heure, aux agriculteurs qui nous disent ouais moi je vais voter Rassemblement national parce qu'il y en a marre du libre-échange, etc., etc. Là c'est assez facile à démonter. C'est-à-dire qu'il faut leur parler des votes du Rassemblement national au Parlement européen. Et éventuellement, ça peut aider aussi des votes du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Donc si vous voulez des éléments, on en a plein. Mais par exemple, quand on propose les prix planchers pour les agriculteurs, le RN vote contre. Quand on propose d'augmenter le SMIC, le RN vote contre. Quand on propose de voter contre les traités de libre-échange, ah ben bizarrement, le RN vote pour les traités de libre-échange, ou des fois ils s'abstiennent, ou des fois ils ne sont pas là. Parce que ça aussi, il faut le dire à un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelle Jordan Bardella, il faut rappeler quand même aux gens qui vous en parlent qu'il n'est pas allé très très souvent au Parlement européen ces 5 dernières années. Si mes souvenirs sont bons, Manon Aubry a déposé plus de 3600 amendements, il en a déposé 22, pour vous donner un petit peu une échelle. Quand on est en porte-à-porte, on rencontre aussi des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2022 ou qui ont voté pour d'autres candidats de gauche et qui nous disent bah, « nous, on est déçus parce qu'il n'y a pas une liste de la NUPES ». Alors, je tiens à vous dire que nous aussi, on est déçus qu'il n'y ait pas une liste de la NUPES. Et il faudrait leur dire à tous ces gens qu'on est allé jusqu'à proposer la tête de liste aux écologistes et qu'on avait comme exigence, entre guillemets, le nombre de sortants qu'on avait en position éligible. Je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la négociation pour ça. Et je crois vous avoir dit aussi tout à l'heure pourquoi, de mon point de vue, ces autres listes ont décidé de partir seules aux élections européennes. Donc oui, nous aussi, on est déçus qu'il n'y ait pas une liste de la NUPES, surtout qu'en ce moment, quand on regarde les sondages, même si les sondages, ça vaut ce que ça vaut, là, le discours qui sera en train d'être tenu, c'est le RN et la NUPES au coude à coude et la Macronie lâchée derrière. Ce n'est pas exactement ce qu'on entend dans les médias. Donc ces gens-là, c'est ça qu'il faut leur dire. Et il faut leur dire surtout que s'ils veulent voter pour la NUPES, ben, il faut voter pour l'Union populaire et pour Manon Aubry. Parce que la liste de l'Union populaire, c'est celle qui porte le programme de la NUPES. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est vous parler de la liste. Sur notre liste, je l'ai dit tout à l'heure, on a Damien Carême. Damien Carême, qui est en position éligible, c'est un député écologiste sortant. On a Camille Hachez. Camille Hachez, c'était jusqu'à il y a peu la présidente ou coprésidente des jeunes écolos. Ce sont des gens qui ont dit, bah, en fait, si nous, on veut se battre pour une écologie populaire, pour un changement réel, on va aller sur la liste de l'Union populaire parce qu'on ne se reconnaît plus dans les propositions portées par la liste des écologistes. On a des communistes insoumis. On a d'ex-socialistes. Donc, en fait, la NUPES, elle est chez nous. Si vous voulez voter pour tous ces partis-là, il faut venir voter pour la liste de Manon Aubry. Et puis j'invite tout le monde, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais j'invite tout le monde à aller regarder les débats. Est-ce que vous avez regardé les débats? Est-ce que vous avez regardé certaines des prises de parole? Alors il y en a un qu'on va sortir tout de suite, il s'appelle Raphaël Glucksmann. Je ne vais pas rentrer dans ce qu'il raconte, ça ne vaut pas le coup, je vais juste vous citer 4 de ses soutiens.
François Hollande, Manuel Valls, Raphaël Enthoven, Daniel Cohn-Bendit. Voilà, je n'irai pas plus loin. On a quand même un candidat du Parti communiste qui se positionne sur une ligne extrêmement rousselliste, extrêmement identitaire. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'il pouvait raconter sur les quartiers populaires. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me hérisse le poil. Et puis, on a une liste écologiste qui est revenue peut-être à ces vieux démons d'environnementalisme et de tourner le dos à une véritable politique sociale. Donc, si on veut, le 9 juin, et c'est ça qu'il faut dire aux gens qu'on rencontre, si on veut continuer la dynamique de 2022 et porter le programme de la NUPES, il y a une seule liste, c'est celle qui est menée par Manon Aubry. Alors pour terminer, juste sur cette question de la liste, je ne peux pas vous lire les 81 noms, mais on a une très très belle liste qui se termine par 2 noms, Jean-Luc Mélenchon en 80e position et Huguette Bello en 81e position, présidente de La Réunion. Mais qui commence aussi par 10 noms magnifiques. On va juste parler de ces 10-là. Si vous voulez de la jeunesse, les 9e et 10e places sont occupées par Emma Fourreau et Aurélien Lecoq, qui sont les coprésidents des Jeunes Insoumis. Si vous voulez de l'écologie, la 8e position est occupée, je l'ai dit, par Damien Carême, député européen, écologiste sortant. Il y a une 7e place, moi, qui me tient vraiment à cœur. C'est Rima Hassan qui est sur notre liste et qui, depuis qu'elle a annoncé sa candidature, subit un bashing absolument insupportable. Et moi, je voudrais dire à quel point je suis immensément fier d'avoir une porte-parole de la cause palestinienne, une juriste de renommée internationale sur notre liste. Et peut-être ajouter aussi, je l'ai déjà dit, mais je le redis ce soir, parce que je pense qu'il faut le dire et le redire, que je suis immensément fier d'appartenir à un mouvement politique et à un groupe parlementaire qui, malgré les torrents de boue que nous avons reçus depuis, n'a jamais changé de ligne sur la question palestinienne, avant comme après le 7 octobre, et qu'aujourd'hui, bizarrement, l'ONU, le pape, et même des fois Emmanuel Macron, avant qu'il change encore d'avis, disent la même chose que nous. Si vous voulez voter pour Génération, bah ça tombe bien, en 6e position, il y a Arash Saïdi qui a jusqu'à peu été coprésident de Génération. Maintenant, il est sur notre liste. Si vous voulez parler des problématiques du travail et du droit du travail, la 4e place est occupée par un monsieur qui s'appelle Anthony Smith, dont certains se souviennent peut-être, un inspecteur du travail qui avait été démis, exclu, pour s'être opposé, pour avoir exigé des conditions de sécurité minimales pendant le Covid-19, et qui a été depuis réintégré parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un brin illégal ce qu'ils avaient fait. Ben, il est en 4e position sur la liste. Et puis j'ai parlé de nos 4 magnifiques sortants, Leïla Chaibi, Marina Mesure, Younous Omarji et Manon Aubry, qui, si vous l'avez regardé récemment dans ses interventions, ses interviews à la télévision, porte magnifiquement la parole de la France insoumise et de l'Union populaire. Et donc, on a vraiment la plus belle liste qu'on puisse espérer. Et c'est pour cette liste-là qu'il faut que nous votions le 9 juin. Je vais vous donner juste 2 dernières raisons de le faire. Et après, je passe la parole à Manu, promis. La première, c'est que, si je ne me trompe, l'anniversaire de Manu, c'était le 30 mars. Moi, c'est demain. Alors, soyez sympas. Faites-nous une belle campagne. On veut rien d'autre comme cadeau. Et puis... Ouais, il y a le gâteau qui arrive. Et puis, il y en a une deuxième. La deuxième, c'est qu'on a une réputation à tenir dans les Alpes de Haute-Provence. Je rappelle quand même à toute fin utile que le premier meeting réel, dans le monde réel, pas celui qui était en virtuel, de Jean-Luc Mélenchon pour la campagne de 2022, c'était le 4 juillet 2021 à Château-Arnoux-Saint-Auban, et que c'était Manu et Bastien Lachaud qui étaient venus préparer le meeting et installer avec nous. Et si vos souvenirs sont bons, on devait parler d'eau, et on avait parlé d'eau, mais on avait fait un sacrément beau meeting. Et puis la deuxième raison, je vais vous demander de vous tourner là-bas, c'est une petite vidéo. Je vais vous renvoyer 12 ans en arrière. Les copains qui ont fait la campagne dans les Alpes de Haute-Provence, c'est incroyable, on a fait 16%. Pour quelle raison? C'est le Kurdistan, les Alpes de Haute-Provence, je ne sais pas si vous connaissez. Vous êtes sur la place du village, vous voyez la place du village en face, vous dites j'y vais, j'en ai pour 5 minutes. Non, il faut descendre dans la vallée, remonter de l'autre côté. C'est un boulot, hein. Les camarades, ils sont mis à 3 équipes et ils ont fait tous les villages, partout.
Ils n'avaient pas vu un militant politique depuis 10 ans, 15 ans, le trac. Ça y est, la conversation commence. Les gens, ils ne sont pas enfermés devant leur télé qui les transforme en légumes. Ils parlent avec... Voilà, c'était un petit retour en arrière. Donc 2012, Hénin-Beaumont, Jean-Luc Mélenchon réunit les militants pour dire comment on va faire campagne pour les législatives à Hénin-Beaumont. Et il donne quoi comme exemple? Il donne les Alpes de Haute-Provence. Donc on a une réputation à tenir. On avait fait 16% cette année-là, alors qu'on avait fait 11,9 au niveau national. Donc moi je vous propose qu'on fasse campagne comme dans les Alpes de Haute-Provence à partir de demain. Et puis qu'on fasse un score absolument exceptionnel, et dans les Alpes de Haute-Provence et partout en France, pour porter la liste de l'Union populaire et de Manon Aubry, parce que c'est le slogan, l'après Macron ça commence le 9 juin, alors donnons-nous la force de tout changer. Merci à vous. Merci Léo, merci à vous de votre accueil. Et c'est toujours un plaisir de venir dans le Kurdistan. Même si j'avoue que je comprends plus grand-chose parce que tu l'as dit, la dernière fois que j'étais venu, c'était au mois de juillet, il pleuvait. Et là, je vais au mois d'avril, il fait beau. Mais en tout cas, c'est toujours un bonheur d'être là. Et Léo l'a dit, on a une campagne qui est assez courte. L'élection européenne, c'est le 9 juin, c'est dans moins de 2 mois maintenant. Et on a une campagne où on connaît notre adversaire principal. Notre adversaire principal, c'est l'indifférence, la résignation, le sentiment que ça ne sert à rien d'aller voter parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Et c'est contre ça qu'on doit lutter. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent merci pour le travail que vous faites, bravo, vous inquiétez pas, la prochaine fois, on sera avec vous. Et puis je dis, ah, c'est gentil, c'est quand la prochaine fois? Les gens me disent, la prochaine élection présidentielle. Et notre enjeu, c'est de faire comprendre à tout le monde, non, la prochaine fois, c'est pas à la prochaine élection présidentielle. À la prochaine élection présidentielle aussi, mais la prochaine fois, ça commence dès le 9 juin prochain. Et donc, il faut arriver à d'abord informer que l'élection existe. C'est déjà une première étape. Et c'est vrai, ça a été dit, on ne peut pas dire qu'on est bien ou beaucoup aidé par ceux qui devraient le faire. Normalement, ce serait un enjeu de service public, de faire en sorte que les gens soient informés de l'existence de cette élection, se déplacent, s'inscrivent sur les listes électorales, aillent voter. Ils ne le font pas. Et ils ne le font pas juste parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Et en fait, leur rêve à tous, c'est que l'élection européenne, ça soit une élection censitaire, que ça soit une élection sans le peuple, que ça soit une élection dans laquelle ne vont voter que ceux qui vont voter à chaque élection, que ceux qui finalement sont assez satisfaits de la manière avec laquelle la France est dirigée, qui sont assez satisfaits de la manière avec laquelle l'Europe est dirigée, et que si eux seulement vont voter, ça leur va très bien à ceux qui nous dirigent. Et nous, notre travail, notre rôle, c'est d'essayer de montrer que si on se mobilise massivement, on peut changer des choses, obtenir, gagner des victoires au Parlement européen, et puis on peut préparer l'alternative dont on a tellement besoin dans ce pays pour tourner la page du macronisme, mais faire en sorte que tourner la page du macronisme, ça ne se traduise pas par l'extrême droite qui s'empare du pouvoir. Et ça, bien sûr, ça commence dès les élections européennes à venir. Donc il faut convaincre. Et il y a plusieurs arguments pour convaincre. Léo en a donné un certain nombre. Je vais essayer d'en rajouter quelques-uns. D'abord, que les décisions qui sont prises au niveau européen, les votes qui ont lieu au Parlement européen, ils ont des conséquences très concrètes dans notre vie quotidienne. Peut-être, par exemple, savez-vous pas, mais cette semaine, il y a eu un vote au Parlement européen sur la prolongation du marché européen de l'électricité. Depuis des années, j'entends sur les plateaux de télévision des dirigeants de toutes les formations politiques dire le marché européen de l'électricité, ça allait jusqu'aux Républicains qui disaient ça. C'est absurde, parce que le marché européen de l'électricité, ça consiste à dire qu'en fait, le prix auquel vous allez vous acheter l'électricité dépend d'un marché. Et donc, indépendamment de l'évolution du prix de production de l'électricité, vous pouvez avoir le même prix de production de l'électricité aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 ans, mais vous vous retrouvez avec des factures d'électricité qui ont augmenté de 30, 35 ou 40%. Et ça, c'est les conséquences du fait qu'au niveau européen, on a eu cette idée brillante de dire que finalement, l'électricité, c'était une marchandise qu'on allait s'échanger sur des marchés. Donc il y a eu un vote au Parlement européen cette semaine sur ce sujet.
Et on s'est battu, c'est Marina Mesure qui s'est battue pour nous, pour dire, bon, bah, il faut faire en sorte qu'on mette un terme à ce marché européen de l'électricité. Et il faut qu'on sauve notamment les tarifs réglementés de l'électricité. Parce que les tarifs réglementés de l'électricité, c'est ce qui nous permet de faire en sorte qu'il y ait un peu de stabilité et que les prix ne peuvent pas s'envoler comme ça. Et bien, quand il y a eu ce vote cette semaine-là au Parlement européen, la seule formation politique, la seule tête de liste représentée en France qui a voté contre la prolongation du marché européen de l'électricité, c'est Manon Aubry, c'est la délégation insoumise au Parlement européen. Tous les autres, tous ceux qui vous disent il faut mettre un terme à ce marché européen de l'électricité, les Républicains, M. Bellamy, ils ont voté pour, les macronistes, ils ont voté pour, les écologistes, Marie Toussaint, elle a voté pour, l'extrême droite, il avait trouvé le chemin du Parlement européen ce jour-là, mais il s'est abstenu. Et M. Glucksmann, lui, n'était pas là. Il a considéré que ça ne valait pas le coup d'aller voter pour un sujet aussi important. Je vous prends juste cet exemple pour montrer à quel point des votes qui peuvent avoir lieu au Parlement européen vont avoir une conséquence très concrète dans votre vie quotidienne. Ici, vous êtes un département dans lequel le niveau de délabrement de nos services publics, vous le mesurez au quotidien. Notre système de santé, notre système de l'éducation nationale, tous les sujets. On voit bien que ce qui se passe au niveau européen, c'est-à-dire que les règles, notamment la règle sur le fait qu'on ne peut pas avoir un déficit supérieur à 3%, ces règles qui existent depuis des années et des années, mais qui avaient été suspendues pendant la période du Covid, parce que pendant la période du Covid, tout le monde s'est rendu compte que leurs règles, elles ne tenaient pas la route, que quand on était confronté par une crise d'une telle gravité, bah oui, on avait besoin de dépenses publiques pour faire en sorte de pouvoir aider ceux qui ne pouvaient pas travailler, de pouvoir aider pour équiper les gens qui en avaient besoin pour être protégés, etc. Ces règles-là qui ont été suspendues à la fin du mois d'avril, ils vont voter pour les remettre à l'identique. Et là aussi, vous allez voir, ceux qui s'opposent au fait qu'on remette ces règles de 3% de déficit au niveau européen, à nouveau, ça va être la délégation insoumise au Parlement européen. Et à nouveau, ceux qui gouvernent l'Europe ensemble, parce que ça les gens ne le savent pas, mais ceux qui gouvernent l'Europe ensemble aujourd'hui, c'est une coalition avec 3 formations politiques, les macronistes, les sociodémocrates et les socialistes, le groupe socialiste, et le groupe de droite, l'équivalent des Républicains ici. C'est eux, c'est la grande coalition européenne, c'est eux qui garantissent une majorité au Parlement européen à toutes les mauvaises directives de libéralisation, rétablissement des règles d'austérité, etc., etc. Donc la question de savoir, par exemple, quand le gouvernement aujourd'hui est engagé dans une forme de concours l'épine des brutalités sociales parce qu'il y a un problème de déficit et qu'il s'agit de faire des économies dans la dépense publique, bah ça, c'est quelque chose qui est directement connecté aux règles budgétaires qui sont décidées au niveau européen. Alors certes, c'est aussi directement connecté à la volonté du gouvernement d'Emmanuel Macron de faire payer à chacune et chacun d'entre vous les conséquences de leurs mauvais choix politiques. Parce que si on a un déficit aujourd'hui, c'est parce que depuis 2017, ils ont, de manière très consciente, de manière très sérieuse, appauvri l'État, réduit les impôts pour les plus riches, réduit les impôts pour les multinationales. C'est 40 à 50 milliards d'euros en moins par an dans les recettes de l'État en raison des choix économiques d'Emmanuel Macron, de M. Le Maire, qui est ministre de l'économie depuis 2017. Et face à cette situation, parce qu'aujourd'hui on dit ah ben, il manque 10 milliards, au lieu d'aller chercher les 10 milliards chez ceux à qui ils les ont offerts depuis 2017, en rétablissant l'impôt de solidarité sur la fortune, comme on l'a proposé à plusieurs reprises, et d'ailleurs, quand on l'a proposé, les macronistes et l'extrême droite ont voté contre, au lieu de mettre en place la taxe sur les super profits sur laquelle on s'est battu depuis des années et contre laquelle ils ont voté contre, au lieu de faire ça, eh ben, c'est parti, nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est parti, peut-être vous l'avez vu, et ça va intéresser certains dans cette salle, le président du groupe macroniste qui dit « j'ai une idée brillante, pour faire des économies, on va geler les retraites et les prestations sociales ».
Et puis il y a ceux qui n'avouent pas, c'est Bruno Le Maire qui sort un livre sur sa vision de la France et qui dit, de toute façon, tôt ou tard, il va falloir transférer sur la TVA une partie, parce que sinon, on n'arrivera pas à pouvoir boucler le budget. TVA, hein? La TVA, quand vous allez au supermarché pour acheter des choses à manger, les produits du quotidien, c'est la TVA. Et Bruno Le Maire, il ne l'avoue pas, mais dans son livre, il dit qu'il faut se préparer à une augmentation du TVA, du taux de TVA de 3, 4, 5 points. La TVA qui est l'impôt le plus injuste, parce que quelles que soient vos ressources, quels que soient vos revenus, vous payez exactement la même chose que votre voisin. Voilà ce qu'ils préparent. Ça, c'est le programme caché qu'ils ont. Et donc, bien sûr qu'il y a un lien entre ce qui se passe au niveau européen et les difficultés qu'on rencontre au quotidien, en particulier dans un département comme celui-ci. Et donc, notre capacité à aller nous mobiliser massivement, à la fois pour envoyer des députés au Parlement européen qui vont empêcher le pire plan d'austérité qui se prépare, et en même temps d'envoyer un message et un signal national qui est de dire, Monsieur Macron, on ne va pas vous laisser dérouler la suite de votre politique après les élections européennes parce qu'on va vous envoyer un message de résistance clair face à votre politique. Ça, c'est déjà une très très bonne raison de se déplacer le 9 juin prochain et d'envoyer et de mettre la liste de Manon Aubry la plus haut possible dans les résultats de cette élection. Deuxième sujet qui va vous intéresser. Le deuxième budget au niveau européen, c'est la politique agricole commune. Premier budget européen, la politique agricole commune. Et on a connu, dans notre pays, partout, ça a été le cas ici aussi, une mobilisation des agricultrices et des agriculteurs au début de l'année. Qu'est-ce que disent les agriculteurs aujourd'hui? Ils disent, premièrement, on n'arrive pas à vivre de nos productions. Deuxièmement, on est confronté à une concurrence qui est une concurrence déloyale. Parce que on nous dit à nous de respecter un certain nombre de réglementations, un certain nombre de normes, et en même temps, on fait venir des produits de l'autre bout du monde à qui on n'impose pas les mêmes normes et les mêmes réglementations, et donc nous, on ne peut pas s'aligner. On donnait cet exemple tout à l'heure. Madame Hayé, la tête de liste des macronistes, elle va sur les plateaux de télévision en disant qu'elle est issue d'une famille d'agriculteurs dans le secteur laitier. Elle devrait être bien placée pour savoir que dans le secteur laitier, quand vous faites un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et que vous faites venir des produits laitiers qui sont produits là-bas en utilisant un pesticide qui est interdit en France, vous mettez nos producteurs laitiers français dans une compétition qui est une compétition tout à fait déloyale. Et donc là, forcément, vous avez les macronistes, la droite, l'extrême droite qui vient et qui dit non, mais le problème, c'est les normes, le problème, c'est les normes, le problème, c'est les réglementations. Mais moi, j'assume de dire ici que bien sûr que c'est un problème, les normes et les réglementations, si vous n'êtes pas en capacité d'avoir des productions qui vous permettent de vivre de votre travail, et si vous êtes confronté à des importations de produits à qui on n'a pas imposé les mêmes normes et les mêmes réglementations. Dans ce cas-là, c'est un problème. Mais que si vous garantissez aux agriculteurs des revenus qui sont des revenus décents, et si vous garantissez le fait qu'il n'y a pas de concurrence déloyale, alors oui, bien sûr qu'on a intérêt à sortir des pesticides, que oui, bien sûr, on a intérêt à protéger la biodiversité, nous tous, mais les agriculteurs en premier lieu. Parce que vous savez comme moi, qui sont les premiers touchés, les premiers frappés par les maladies, par les cancers, parce qu'on a utilisé beaucoup trop de produits chimiques. Vous savez comme moi que si la biodiversité, elle s'érode, alors c'est un problème aussi pour la pérennité, la durabilité de nos modèles agricoles. Donc le sujet aujourd'hui, contrairement à ce qu'ils essayent de nous faire croire, c'est pas de dire on va autoriser n'importe quel produit, de produire n'importe comment, parce que personne ne veut ça et les agriculteurs eux-mêmes, ils ne veulent pas ça. Le sujet, c'est comment on garantit des productions qui soient effectivement rémunératrices et comment on garantit qu'il n'y a pas de concurrence déloyale. Et ça a un lien avec les politiques européennes. Léo l'a dit tout à l'heure, moi avant d'être député national, j'étais député européen. Il se trouve que je siégeais dans la commission qui s'appelle Agri, c'est-à-dire en charge des questions agricoles. Et j'ai participé aux négociations sur la politique agricole commune. Et quand on s'est battu
sur la politique agricole commune pour dire mais il y a un problème parce que aujourd'hui, la manière avec laquelle sont attribuées les aides de la PAC, c'est une manière qui est profondément inégalitaire et ça ne permet pas à plein d'agriculteurs de pouvoir juste même survivre. Quand on a dit par exemple le problème c'est les modalités de distribution de l'aide, parce que si vous continuez à distribuer les aides en fonction de la surface des exploitations, bah vous savez bien, et c'est le cas au niveau européen, c'est 20% des producteurs qui captent aujourd'hui 80% des aides de la PAC. Donc il faut changer la manière avec laquelle on répartit les aides. Quand nous on a déposé des amendements pour dire on va passer à une modalité de distribution des aides qui dépend du nombre d'actifs qui travaillent sur l'exploitation et pas en fonction de la surface de l'exploitation, et bien à l'époque, les macronistes et le Rassemblement national et l'extrême droite, ils se sont opposés à nos amendements. Et ensuite, ils ont voté ensemble pour la politique agricole commune telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est bien beau quand il y a les agriculteurs qui sortent avec les tracteurs, qui vont bloquer les dépôts, qui se mettent sur l'autoroute, qui se mettent sur la route, d'aller sur les plateaux de télévision et de dire mais moi j'ai toujours été du côté des agriculteurs et la PAC comme elle est ça va pas, etc., comme l'a fait l'extrême droite, comme l'a fait Jordan Bardella et ses amis sur les plateaux de télévision. Mais quand il fallait voter au Parlement européen contre cette PAC et pour changer la manière avec laquelle les agriculteurs ils étaient aidés, ils n'étaient pas là ce jour-là. Ils n'étaient pas là ce jour-là. De la même manière, Léo en a dit un mot, mais c'est nous dans notre niche parlementaire à l'Assemblée nationale au mois de novembre qui avons dit il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire l'année dernière, c'est que le prix pour les consommateurs sur les produits alimentaires, il a augmenté de 10%, que le prix payé aux producteurs, donc à l'agriculteur, sur l'année dernière, il a baissé de 10%. Il y a quelque chose donc qui ne va pas. Bah si, ça va très bien, vous inquiétez pas. C'est qu'au milieu, il y a les marges de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution qui ont augmenté de 70%. Quand on a dit c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en profite, la grande distribution, les grandes industries agroalimentaires, et ça nuit à tout le monde. Le producteur, parce qu'il a des rémunérations qui lui permettent tout simplement pas de vivre, y compris même parfois de payer sa matière première. Et de l'autre côté, le consommateur, parce qu'il n'arrive plus à s'en sortir et que l'inflation a précipité encore plus de gens dans la pauvreté, dans la précarité alimentaire. On est arrivé, on s'est battu, on a dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé, on s'est dit, bon, il faut encadrer les marges, il faut bloquer les marges. On ne peut pas avoir des marges comme ça qui augmentent de manière totalement folle parce que c'est le marché et parce que dans une négociation commerciale, vous savez très bien, l'agriculteur, il est en position de faiblesse. Et la grande distribution et les grandes industries agroalimentaires, elles sont en position de force. Donc elles dictent leurs conditions. Qu'on a dit, il faut que la puissance publique, elle ait un rôle de régulation. Elle dise, bon, ben, là, il y a un problème. Il y a une situation de surmarge qui sont réalisées. On va bloquer, il va y avoir un coefficient multiplicateur dans la chaîne entre le producteur et le consommateur. Et puis, quand on a commencé, on s'est dit, on va bloquer les marges. Et puis après, on nous a dit, ouais, mais faites attention parce que si vous bloquez les marges, à la fin, ça peut se traduire par le fait que la grande distribution, elle va répercuter le blocage des marges sur le producteur et que le producteur va être encore plus en difficulté pour vivre dignement. Donc, on a rajouté un article dans notre proposition de loi. On a dit, on va mettre un prix plancher, c'est-à-dire un prix minimum en dessous duquel on ne peut pas acheter la production au producteur. Et ce prix plancher, il doit couvrir ses coûts de production et il doit couvrir une rémunération qui est une rémunération décente. Et puis ensuite, il y a des marges qui sont encadrées, qui sont bloquées pour que ça ne se traduise pas pour le consommateur final par une augmentation du prix. On s'est battu, on a obtenu le vote de l'article 1, le vote de l'article 2, le vote de l'article 3. Alors c'était article 1, prix plancher, article 2, renforcer le rôle de l'Observatoire de la transparence pour savoir exactement comment le prix était constitué. Article 3, blocage des marges de l'industrie agroalimentaire, c'est passé. Article 4, blocage du prix des raffineries. Parce qu'on s'est dit, c'est le carburant, c'est pareil. Entre le brut et ce qui est vendu à la fin, il y a des marges excessives qui sont réalisées. Article 5, blocage des prix blocage des marges de la grande distribution. C'est passé. À chaque fois, on a gagné. Et puis les macronistes, ils ont passé des coups de téléphone et à la fin de la loi, à la fin de la journée, ils sont revenus et ils nous ont fait perdre à 6 voix. La loi qu'on avait proposée. À l'époque, le Rassemblement national avait voté pour notre proposition de loi. C'est pour vous montrer un peu la cohérence des uns et des autres. Ensuite, il y a eu le salon de l'agriculture et puis il y a eu le mouvement des agriculteurs.
Et au moment du salon de l'agriculture, il y a Macron, il dit on va faire un prix plancher. Les macronistes s'étaient battus contre à l'Assemblée nationale. Hein. Et il y a Jordan Bardella qui a dit non, mais le prix plancher, nous, on n'est pas pour. Alors, ils avaient voté pour eux, hein. Vous y retrouvez. Hein. Bon. Et puis, il y a 10 jours, dans la niche des écologistes, ils ont repris notre proposition de loi pour qu'on puisse voter à nouveau sur le sujet. Nous, on a continué bien sûr à se battre, c'était la même, il n'y a pas de problème. Nous, on continue à défendre nos idées. Cette fois, le Rassemblement national, il s'est abstenu. C'était la troisième, il ne l'avait pas essayé comme possibilité. Donc, les macronistes, ils se sont opposés, mais ils n'étaient pas très nombreux. Cette fois, on a réussi à le faire voter. Donc, ça vaut le coup d'avoir des députés qui ne changent pas d'avis, qui défendent toujours les mêmes positions. Donc, on va voir maintenant si ça va au Sénat ou pas. Mais au niveau européen, avoir des députés qui vont se battre pour changer la manière avec laquelle les aides de la PAC sont distribuées, c'est décisif. Avoir des députés européens qui vont se battre contre la multiplication des accords de libre-échange. Parce que ce que vous devez dire à tout le monde, c'est que Manon Aubry et les députés européens insoumis, c'est les députés européens français qui siègent dans le seul groupe européen qui a voté contre tous les accords de libre-échange. Le seul. Et vous allez voir fleurir un langage dans les débats, on commence à l'avoir, où tous les gens, parce que maintenant ils n'assument plus d'être pour les accords de libre-échange, ils vont vous dire « Non, mais nous on est pour la nouvelle génération des accords de libre-échange ». La nouvelle génération des accords de libre-échange, c'est une nouvelle génération, c'est-à-dire dans le préambule de l'accord de libre-échange, on met une phrase pour dire quand même c'est très important de respecter l'accord de Paris. Ce qu'on fait derrière empêche totalement de respecter l'accord de Paris, mais comme il y a la phrase, c'est une nouvelle génération, vous voyez, d'accords de libre-échange. Et puis la nouvelle génération des accords de libre-échange, ils incluent ce qu'ils appellent des clauses miroirs. Donc les clauses miroirs, c'est censé vouloir dire, si on fait venir des produits, ils doivent respecter les mêmes normes que nous. Sauf que tous les gens un peu sérieux sur ce sujet vont vous dire « Mais le problème de vos clauses miroirs, c'est que qui va aller vérifier au Brésil, au fin fond du Brésil, dans une exploitation agricole, que tel produit n'est pas utilisé, que telle technique n'est pas utilisée? Personne. Rien n'est prévu dans l'accord de libre-échange pour faire en sorte que ces clauses miroirs soient effectivement vérifiées. C'est une entourloupe de plus. Donc là, maintenant, vous allez avoir Madame Maillet, vous allez avoir Monsieur Bellamy, vous allez avoir même Monsieur Glucksmann qui vont vous dire, bon, les accords de libre-échange, oui, mais avec une clause miroir. Bon, vous saurez, quand on vous parle de clause miroir, que c'est surtout une clause embrouille. Voilà. Parce que la vérité, c'est que, contrairement à ce qu'ils disent, quand vous êtes opposé aux accords de libre-échange, ça ne veut pas dire que vous voulez l'autarcie. J'entends, oui, mais c'est important de continuer à échanger avec d'autres pays. Enfin bon, on a fait des échanges internationaux avant qu'il existe des accords de libre-échange. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'accords de libre-échange qu'on n'échange plus rien. Ça veut juste dire qu'on considère que ce qu'on est capable de produire ici, on n'a pas besoin de l'importer, parce qu'importer en plus, c'est soumettre nos producteurs locaux à une concurrence déloyale. Et puisqu'on n'est pas capable de produire ici, et dont on a besoin, on va l'importer. Et puisque les autres ne sont pas capables de produire chez eux, et que nous, on peut produire, on va l'exporter. Personne dit, on va arrêter d'échanger avec personne, personne dit ça. Mais le principe des accords de libre-échange, c'est-à-dire de supprimer progressivement tous les droits de douane, pour faire en sorte que toutes les productions, y compris des productions qu'on est capable de produire ici, on va les importer sans aucun droit de douane, c'est avec ce principe qu'il faut rompre. Et donc nous, au Parlement européen, nous avons voté contre tous les accords de libre-échange et nous continuerons à voter contre tous les accords de libre-échange. Et nous serons vigilants, parce que quand Emmanuel Macron, en pleine crise agricole, dit l'accord avec le Mercosur n'est pas acceptable, il dit n'est pas acceptable en l'état. Et dans le même temps, la Commission européenne communique et dit les négociations se poursuivent au niveau technique sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Parce que Emmanuel Macron, il attend qu'il y ait les clauses miroirs dans l'accord de libre-échange avec le Mercosur pour pouvoir vous dire après, vous voyez, c'est un accord de nouvelle génération. Donc, comme c'est un accord de nouvelle génération, maintenant il est acceptable. C'est ça qui se prépare. Et donc, aller voter pour la liste de Manon Aubry aux élections européennes, c'est aussi envoyer des parlementaires européens qui sont suffisamment
informés sur tout ça, pour ne pas se laisser embrouiller, pour s'opposer à ces accords de libre-échange, pour se battre, pour faire en sorte que nos agriculteurs puissent avoir des productions qui soient rémunératrices, pour en finir avec ce principe complètement fou qui consiste à dire que alors qu'on produit de l'agneau ici, on va faire venir de l'agneau de Nouvelle-Zélande, indépendamment par ailleurs seulement de la question de la concurrence déloyale. C'est que vous pouvez beau avoir marqué dans le préambule de l'accord qu'il faut respecter l'accord de Paris. Quand vous faites venir l'agneau de Nouvelle-Zélande, excusez-moi, mais d'un point de vue climatique, c'est pas génial non plus. Donc, et ça, à gauche, je le dis, franchement, les eurodéputés français des autres listes, ils vous disent qu'ils sont contre les accords de libre-échange. Et puis après, ils signent à l'Assemblée nationale des résolutions pour les clauses miroirs. Mais par contre, ils siègent dans des groupes au niveau européen qui majoritairement ont voté en faveur des accords de libre-échange. Peut-être vous ne savez pas, mais dans l'élection européenne, on a ce qu'on appelle un Spitzenkandidat, ça s'appelle, candidat à la présidence de la Commission européenne. C'est en gros, si on gagnait les élections européennes partout en Europe, ça serait cette personne-là qu'on proposerait pour être président de la Commission européenne. Par exemple, les écologistes, ils ont désigné 2 Spitzenkandidaten, un binôme. Et il y a eu une allemande et un néerlandais. Les 2 ont voté en faveur de l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc peut-être que les eurodéputés français vont s'y opposer, mais ils siègent dans des groupes au niveau européen dans lesquels la majorité de leurs collègues votent en faveur de ces accords de libre-échange. De la même manière pour les eurodéputés de M. Glucksmann. Il n'y aurait aucun accord de libre-échange voté au Parlement européen si le groupe socialiste dans lequel siège M. Glucksmann au niveau européen ne votait pas majoritairement en faveur des accords de libre-échange. Donc sur ce sujet aussi, il faut être cohérent. Et la cohérence, c'est de voter pour des gens qui disent quelque chose sur les plateaux de télévision ou quand ils viennent à votre rencontre en France ou à Paris et qui font la même chose quand ils sont à Strasbourg ou à Bruxelles. Pas des gens qui disent quelque chose ici et qui font l'inverse quand il faut aller voter là-bas. Deuxième sujet majeur, protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale, protéger notre environnement, faire face à l'urgence climatique. Et je pense que vous avez vu que vous pouvez compter sur nous pour défendre cette cause-là. Troisième sujet, la question de la paix, parce qu'elle est au cœur de cette campagne européenne. Alors certains disent... oui, vous mettez Gaza au cœur de la campagne européenne. Bah oui, mais pourquoi on ne le ferait pas? L'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël, c'est l'accord d'association le plus poussé de tous les accords qui existent entre l'Union européenne et un autre pays dans le monde. Le deuxième exportateur d'armes pour Israël, c'est l'Allemagne. Pardon, la question de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est une question qui est une question européenne. Et nous, on assume de dire que les eurodéputés insoumis, d'abord, on est fiers que ce soit eux qui aient déposé les premiers amendements pour demander que le Parlement européen se prononce sur la question du cessez-le-feu. Et on assume de dire que demain, une fois élus au Parlement européen, ils continueront à se battre pour le cessez-le-feu le plus rapidement possible, pour l'embargo sur les armes, pour la suspension de l'accord d'association, pour des sanctions à l'égard du gouvernement de Netanyahou, pour l'ouverture d'une solution politique pour qu'enfin on en finisse avec ce conflit qui dure depuis trop longtemps et que les Palestiniens puissent disposer d'un État libre et indépendant. Voilà ce qu'on va faire. Et nous, la paix, on la défend partout. On n'a pas d'indignation à géométrie variable. On ne regarde pas la couleur de peau, l'origine ou la nationalité ou la religion de la personne qui est victime de violation des droits humains. Quel que soit l'endroit où elle habite dans le monde, on considère que c'est nos principes. J'entends parfois des gens qui disent « Ouais, vous devriez vous occuper de nous plutôt que de nous occuper des autres. On s'occupe de tout le monde. » Mais nous, en tant que Français, on a une idée de ce que sont les droits humains. On a une idée et on n'accepte pas que ces droits humains soient violés, usurpés dans d'autres endroits dans le monde. Et c'est notre honneur, c'est notre fierté de nous battre pour une certaine vision de la liberté, de l'égalité, de la dignité humaine. Et comment vous pouvez comprendre que quand Poutine viole le droit international en attaquant l'Ukraine, immédiatement, au niveau européen, on décide de sanctions à l'égard de Vladimir Poutine et de son gouvernement, et c'est normal, c'est une violation du droit international.
Mais alors pourquoi, quand le gouvernement Netanyahou viole le droit international, commet des crimes de guerre, ce que certaines instances, c'est le cas de la Cour internationale de justice, appellent génocide, et à ce moment-là, on fait rien, pas de sanctions, pas d'embargo sur les armes, et on continue comme l'a fait encore la présidente de l'Assemblée nationale cette semaine, on reçoit son homologue en grande pompe, en notre nom à nous. Non, pas en notre nom, pas en notre nom. Pas de complicité avec les gens qui sont responsables de crimes de guerre et qui sont responsables du génocide en cours aujourd'hui. Pas de complicité. Il faut se battre avec l'idée qu'on se fait des droits internationaux, quel que soit l'endroit dans le monde. Et donc oui, la paix à Gaza, la paix en Ukraine, bien sûr. Et je peux vous dire notre inquiétude quand on voit la multiplication des discours va-t-en guerre, des discours d'engrenage, des discours d'escalade. La dernière fois, j'étais dans une école, devant des... Nous, en tant que députés, on va dans des écoles pour expliquer un peu ce qu'on fait. Et c'est souvent très intéressant. Et je me disais, de quoi vont me parler les enfants? Et ils me disaient, mais est-ce que Emmanuel Macron, il va nous envoyer faire la guerre? Les gens sont inquiets aujourd'hui. Et on voit comment le discours de la surenchère militaire petit à petit s'installe dans le domaine politique. On voit comment il prépare les esprits à tout ça. Alors, c'est pas facile de trouver le chemin de la paix, c'est certain. Personne ne dit que c'est facile. Mais on voit aussi comment les voies de la paix sont immédiatement caricaturées, criminalisées, stigmatisées. Léo a dit pour Rima Hassan, à qui on attribue des positions et des propos qui n'ont jamais été les siennes. Elle dit, moi je suis pour une cohabitation complète entre les citoyens israéliens et les citoyens palestiniens, cohabitation complète. C'est un avenir, un idéal de paix, d'égalité entre tout le monde. Et on traduit ça par, elle veut la suppression de l'État d'Israël. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme toujours, les voies de la paix sont caricaturées. Et quand on dit il faut la paix en Ukraine, on nous dit vous êtes munichois, c'est l'esprit munichois, vous êtes des poutino-pacifistes. J'ai entendu M. Glucksmann dire de nous qu'on était des poutino-pacifistes. La différence entre lui et nous, c'est que nous, on n'a jamais été payés pour donner des conseils à un dictateur. Lui, c'était son cas, en Géorgie. Non, mais que sachez-le, parce que nous, jamais. Parce que nous, nos amis en Russie, ils sont soit en prison, soit ils ont dû quitter la Russie. Et d'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, mais nous, les Insoumis, on a accueilli à l'Assemblée nationale 3 militants socialistes contre la guerre. On les a aidés à être hébergés, on les a aidés à trouver un boulot ici, on les a aidés à quitter la Russie. Ça, c'est nos amis à nous, en Russie. Donc, ce n'est pas correct de dire, parce que vous pensez que la voie militaire est une impasse et qu'il faut ouvrir le chemin de la paix, d'être immédiatement caricaturé comme étant des alliés de nos adversaires. Mais ce n'est pas nouveau. Hein? Toute proportion gardée, on disait de Jaurès que c'était un ami des Allemands parce qu'il refusait l'engrenage militaire. Et l'accusation d'esprit munichois est elle aussi une accusation qui n'est pas nouvelle, peut-être certains s'en rappellent ici. C'est une accusation qui avait été inventée par Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État américaine au moment de la guerre en Irak, et qui disait que ceux qui s'opposaient à la guerre du Golfe, avaient un esprit munichois. Et puis quand il y a eu la guerre en Irak, on disait à ceux qui s'opposaient à la guerre en Irak qu'ils avaient un esprit munichois. Et pourtant, je crois pouvoir dire que nous, on était fiers, même si on n'était pas d'accord sur beaucoup de choses, et on se combattait durement avec Chirac et De Villepin, mais à l'époque, on avait été fiers que la France prenne la tête du camp de la paix et pas du camp de la guerre. Et bien à l'époque, c'était nous les munichois déjà. Voilà. Donc oui, bien sûr, c'est pas facile de trouver le chemin de la paix, mais le chemin de la guerre, il est beaucoup plus dangereux, il est illusoire, il porte en lui les germes d'une extension du conflit, d'une guerre qui peut demain devenir une guerre qui implique des puissances nucléaires les unes contre les autres. Il porte en lui les germes de catastrophes environnementales. On se bat en Ukraine au milieu de 15 réacteurs nucléaires. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Donc oui, bien sûr qu'il faut trouver les conditions
pour créer un accord de cessez-le-feu, pour trouver une solution qui soit une solution politique. Et tous les gens sérieux savent en fait quels sont les points qu'il faut mettre sur la table pour trouver cette solution politique. Même Macron, il le sait. Moi, je l'ai rencontré en tant que responsable de la France Insoumise. Il y a ce qu'il dit en off et puis il y a ce qu'il dit sur les plateaux de télévision. Même lui, il le sait. La vérité, c'est que ce qu'il faut faire pour avoir la paix aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'il y ait une nouvelle architecture de sécurité, c'est-à-dire que les Ukrainiens aient des garanties qui leur permettent d'être certains que ça ne va pas se traduire par une nouvelle guerre demain, que les Russes aient des garanties. Et ça, il y a déjà des plans qui ont été faits sur ce sujet, avec des zones démilitarisées notamment. Et deuxièmement, qu'il faut régler le différend, qui est le différend de frontières. Et quand on dit, vous voulez céder aux exigences de Vladimir Poutine, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut régler par la voie démocratique un différend qui est un différend de frontières. Et le président ukrainien lui-même a dit au début du conflit qu'il n'était pas opposé à un changement de statut de la Crimée et du Donbass à partir du moment où il y avait un référendum des populations concernées. Alors moi, je veux bien que maintenant, nous, on va être plus exigeants que les Ukrainiens eux-mêmes sur les éventuelles conditions de la paix, mais pardon, ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, ça doit être d'être médiateur, de faire en sorte d'ouvrir la discussion, de faire en sorte de trouver le chemin pour le retour de la paix le plus rapidement possible. Et bien ça aussi, c'est quelque chose qu'on portera dans cette campagne des élections européennes et qu'on portera demain au Parlement européen. Léo a donné pas mal de raisons, j'en ai donné pas mal et je crois que l'objectif, c'est qu'on puisse échanger entre nous. Je ne veux pas être beaucoup plus long. Je veux juste dire que forcément, comme toujours, comme dans toutes les campagnes, encore plus quand il s'agit de convaincre de l'importance d'aller voter, vous allez vous retrouver en permanence avec l'appareil médiatique, l'appareil sondagier qui cherche justement à propager le sentiment qu'on ne va pas y arriver, que ça ne sert à rien, que c'est trop dur. Il y a un objectif politique derrière ça. L'objectif politique, c'est ouais, sauf vous êtes trop loin, vous n'y arriverez pas, ça ne sert à rien qu'on aille voter. Vous les connaissez, vous les avez entendus. Hein? Moi, je me rappelle de l'élection présidentielle, très bien, du premier tour. Je me rappelle que le vendredi, avant le dimanche du vote, il disait Mélenchon entre 16 et 17%. Le vendredi, les derniers sondages officiels qui ont été publiés. Le dimanche, il faisait 22%. Sauf que combien de gens se sont dit le vendredi à 16, Marine Le Pen, elle est à 24, ça sert à rien, on va pas y arriver. Alors que combien de gens seraient allés voter si les sondages avaient dit Mélenchon 22, Marine Le Pen 23? Ah, j'ai pas la réponse à cette question, mais on peut s'en douter un petit peu. Donc forcément, vous allez avoir la même chose. Vous allez avoir les sondages, oui. Puis après, ils sont dans la salle encore, je ne dis pas de méchanceté sur eux, mais vous avez après les journalistes qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous pensez de la dynamique sondagière produite par les sondages qui s'appuient sur aucun élément réel ?» Eh bien, il faut résister à ça. Et oui, il faut assumer de dire qu'il y a aussi une partie de notre travail qui est de démontrer l'absurdité de ces outils. Par exemple, tout à l'heure, tu disais il n'y a personne ici qui soutient la politique du gouvernement. Pas selon le sondage BVA. Parce que peut-être vous avez vu le sondage BVA, je vous recommande le sondage BVA. Sondage BVA, vous allez aller voir la notice. Et dans la notice, il y a marqué raison, motivation principale des gens qui vont voter pour la liste de Manon Aubry aux élections européennes. 18% veulent aller voter pour la liste de Manon Aubry aux élections européennes en soutien de la politique gouvernementale. 18%. Donc, il y en a peut-être là. Hein, vous imaginez, franchement. Et c'est eux qui doivent dicter les conditions de la campagne. C'est eux qui doivent installer qui est en dynamique, qui n'est pas en dynamique. Et ensuite, vous êtes sommés de réagir à ce que disent les uns ou à ce que disent les autres. Il ne faut pas se laisser intoxiquer par ça. Il faut faire notre travail tranquillement et patiemment. Au début de la campagne présidentielle, en novembre 2021, Mélenchon, c'était 7-8 dans les sondages. Le vendredi, c'était 16-17. Le dimanche, c'était 22%. Aujourd'hui, tous les sondages s'appuient sur la même méthode. La même méthode est la suivante. Ils posent 2 questions aux gens. Pour qui vous avez l'intention d'aller voter?
Deuxièmement, quel est le pourcentage de chances que vous alliez voter? Et tous ceux qui disent pas 100% de chances d'aller voter, on les élimine du sondage et on ne les fait pas apparaître dans les intentions de vote. Et ça produit le résultat suivant, c'est que quand vous regardez un sondage dans lequel il y a un tableau dans lequel il y a marqué intention de vote aux européennes, niveau de participation par liste pour lesquelles les gens ont l'intention d'aller voter. Liste Manon Aubry, France Insoumise, 25% d'intention de participation parmi tous ceux qui disent qu'ils vont voter pour la liste Manon Aubry. Liste Hayet, Glucksmann, entre 60 et 65%. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre enjeu, il n'est pas très compliqué. Si tous ceux qui sont d'accord avec nous, ils vont voter, il n'y a pas de problème sur le résultat. La question, c'est de faire en sorte que les gens, ils aillent voter. Et pour que les gens ils aillent voter, il faut qu'ils soient informés que l'élection existe, il faut qu'ils soient inscrits sur les listes électorales, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Attention, moi je rencontre des gens, ils me disent mais on peut voter quel que soit l'endroit où on habite? Ou si je veux voter pour Rima Hassan, il faut que j'habite dans quel endroit? Parce que moi ici, est-ce que je... Non mais c'est pas... Il y a des gens qui pensent que c'est comme pour les députés, qu'il y a des candidats par zone géographique. Il y a des gens qui pensent qu'il y a 2 tours. Non, il n'y en a qu'un. Il y a des gens qui pensent que les candidats, on doit choisir un parmi eux. Soit pour Manon Aubry, soit pour Marina... Et je ne dis pas ça de manière méprisante. Personne ne fait le travail d'information qui devrait être fait par les autorités sur ce sujet. Donc, il faut vraiment faire le travail auprès de tout le monde. 1, il y a des élections le 9 juin. 2, voilà comment ça marche. 3, il faut être inscrit sur les listes électorales. Là aussi, attention. Des gens qui croient qu'ils sont automatiquement tous inscrits sur les listes électorales. Or, la vérité, c'est qu'aujourd'hui en France, quand vous atteignez votre majorité, vous êtes automatiquement inscrit sur les listes électorales. Mais si vous déménagez, votre inscription, elle ne vous suit pas. Et il faut faire vous-même la démarche pour que votre inscription vous suive. Si vous êtes naturalisé français, que vous n'aviez pas la nationalité française avant et que vous n'êtes pas inscrit automatiquement sur les listes électorales. Si vous n'avez pas voté pendant 2, 3, 4 scrutins, les mairies peuvent considérer que bon, lui, il ne doit plus trop habiter là, donc on va le radier des listes électorales. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été radiées des listes électorales, qui ont voulu voter au moment de l'élection présidentielle et qui n'ont pas pu. Moi, dans les quartiers populaires de Marseille, je suis tombé sur des dizaines de gens qu'on a envoyés à la préfecture le jour du vote, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient plus inscrits sur les listes électorales, alors qu'ils ont toujours voté là de leur vie, mais ils n'avaient pas voté à la dernière élection, et à celle d'avant, et à celle d'avant. Donc faites attention, parce qu'une fois que la date limite du 1er ou du 3 mai en mairie, 1er en ligne, elle est passée, on peut se réveiller le matin et dire j'ai envie d'aller voter, mais on ne peut plus. Donc il y a vraiment ce travail-là, et ce travail-là, il commence dans nos entourages, dans nos cercles familiaux, dans nos voisins, etc. Et je termine par là. Bien sûr, on a tous plein de choses à faire. Et parfois, on peut être dans des situations personnelles, professionnelles, plus ou moins délicates, dans des difficultés particulières, et personne ici ne culpabilisera personne. Mais tout le monde peut faire quelque chose, même s'il n'a pas beaucoup de disponibilité pour aider à la campagne. Tout le monde. Ça peut commencer par le fait que ce soir, en rentrant, vous envoyez un petit SMS autour de vous aux gens pour dire « t'as bien fait ton inscription sur les listes électorales ». Ça peut passer par le fait que le jour du vote, vous alliez taper aux portes à côté de chez vous pour vérifier que les gens sont bien allés voter. Ça peut passer par le fait que vous vous inscriviez sur la fiche qui a été mise là-bas pour pouvoir participer à un porte-à-porte. Ça peut passer par le fait que vous vous inscriviez pour prendre la procuration de quelqu'un parce que vous allez avoir des gens qui peut-être ce jour-là sont pas là mais qui veulent aller voter et que si vous pouvez aller voter avec 2 voix, c'est mieux qu'avec une seule. Et parfois, on a beaucoup de demandes de procuration et on n'a pas suffisamment de gens qui acceptent de les prendre. Ça peut passer par le fait que vous vous inscrivez pour surveiller les opérations électorales. Ça peut passer par plein de trucs. Tout le monde peut faire quelque chose pour donner un petit coup de main à la campagne. C'est vraiment important qu'on y arrive tous ensemble parce que il y a un moment dans l'année, il n'y en a qu'un, il y a un moment dans l'année où, quel que soit ce qu'on a sur le compte en banque, quel que soit le nombre de yachts privés qu'on a, quel que soit le nombre de piscines privées qu'on a, quel que soit le nombre de jets privés qu'on a, il y a un moment dans l'année où on a tous la même valeur aux yeux de la société. C'est le moment du vote, parce que votre bulletin de vote, il fait la même taille que celui de Bernard Arnault, et il compte pareil, c'est 1. Ouais, mais c'est le seul moment. Donc, comptez pas sur les médias pour faire notre campagne. Ils ne la feront pas. Comptez pas sur les sondages pour faire notre campagne. Ils ne la feront pas.
compter sur personne d'autre que nous-mêmes pour faire notre campagne. Mais nous, on a une force que les autres n'ont pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'empire médiatique de Bolloré. C'est vrai que nous, il suffit pas de passer un coup de téléphone aux journalistes de la Provence quand Emmanuel Macron est reparti et que la une ne leur plaît pas pour obtenir la suspension du directeur de rédaction. Nous, comme ça ne marche pas. Nous, on n'y arrive pas. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on a, c'est une personne qui discute avec une personne, qui discute avec une personne, qui discute avec une personne, et à la fin, ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Voilà, c'est ça qu'on va faire pendant les 2 prochains mois, et je sais qu'on peut compter sur vous pour y participer. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour y participer. Merci à vous d'avoir été là, merci de votre écoute, et on ouvre la discussion. Merci Manu, merci à toutes et à tous de votre écoute et de votre patience. Alors je redis pour tout le monde, si vous voulez bien vous baisser, comme ça je peux dire tout. Là-bas, il y a des tableaux où vous pouvez vous inscrire si vous êtes en mesure de tenir les bureaux de vote. Alors les fois d'avant, quand on le faisait pour les législatives, les présidentielles, il fallait dire si on pouvait être là au premier tour, au deuxième tour. Là, c'est beaucoup plus simple, il n'y a qu'un seul tour. Donc si vous pouvez, dans votre village, être assesseur, être délégué, il y a toutes les explications sur la feuille. On est là aussi pour vous répondre, c'est là. Il y a à côté, vraiment, alors ça je le redis, essayez. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, allez le faire avec des équipes qui le font depuis un moment et qui sont habituées, mais faites l'expérience du porte-à-porte, c'est vraiment quelque chose. Je parle encore une fois sous le contrôle de tous les copains, toutes les copines qui l'ont fait ici. On revient avec une pêche des porte-à-porte, c'est inimaginable. Il y a à côté, pour rejoindre l'équipe collage. Alors là, il n'y a pas besoin d'être formé ni de mettre la pêche parce qu'en fait, on a un groupe qui s'appelle la GLU 04 et ils sont vraiment à fond. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a des copains sur Manosque qui ont proposé de faire un phoning. Vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas trop vous déplacer, vous n'avez pas trop de temps, vous êtes allez coller, allez tout ça, c'est compliqué, allez boiter, c'est compliqué. Eux, ils passent des coups de fil. Et ils passent en particulier des coups de fil à tous les contacts qu'on a pu récupérer sur les précédentes campagnes. Aller rechercher les gens qui ont voté en 2017, en 2022, pour les listes de la France Insoumise, pour leur dire « Hey, il y a une élection le 9 juin, etc. » Donc, il y a une équipe phoning là-bas. Et puis, on a mis une dernière affiche pour dire si vous voulez rejoindre un groupe, parce que je rappelle à tout le monde qu'il y a des groupes d'action partout dans le département et que le meilleur moyen d'être au courant de ce qui se passe et de pouvoir agir collectivement, c'est de rejoindre un groupe d'action. Donc il suffit de mettre votre nom, votre adresse mail et puis le lieu où vous habitez et on peut vous diriger vers des groupes pas loin de chez vous. Et c'est aussi une manière de militer et de militer même hors campagne électorale, parce que ça aussi, c'est... un reproche que j'entends souvent. On nous dit oui, la France Insoumise, vous bougez que pour les campagnes électorales. Alors, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai dans le 04. Il y a des collectes alimentaires qui sont organisées régulièrement. Il y a des activités qui sont organisées très régulièrement dans le 04. On milite toute l'année, pas seulement en campagne électorale. Par contre, au moment de la campagne électorale, il faut aller chercher tout le monde pour qu'on soit beaucoup, beaucoup plus nombreux. Donc, c'est là-bas. Maintenant, ce que je vous propose, c'est s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent prendre la parole, poser une question, ajouter quelque chose, demander un point de précision, il y a Stéphane qui est là et qui fait passer un micro. Donc n'hésitez pas, levez la main, on est à votre disposition.